Bonsoir à tous pour ce salon conférence consacré à la chute du gouvernement Bayrou qui vient d'avoir lieu à 19h avec un score sans appel puisqu'il y a eu 364 votes de défiance contre François Bayrou. Donc pour être très clair là-dessus, Bayrou tombe. Alors je vais vous donner d'abord par groupe les résultats précis. Le RN avait 123 députés, les 123 ont voté contre. Donc je vous fais le détail de toute la petite liste. Ensemble pour la République, donc macroniste, 91 membres, 90 pour et une abstention, donc une députée qui s'est abstenue tout simplement. La France insoumise, 71 députés, 71 contre. Les socialistes et apparentés, 66 membres, 66 contre, donc unanimité totale. La droite républicaine, donc les LR, c'est intéressant, 27 pour, parmi lesquels, évidemment, il y a un certain nombre de gens connus, Philippe Juvin, par exemple, et bien sûr Laurent Wauquiez. 13 contre, néanmoins, pas les députés les plus connus. En lisant la liste, là, j'ai l'impression que c'est vraiment des gens extrêmement peu connus. Il y a Di Filippo qui a voté contre, de gens que je connais un peu de nom, donc c'est assez limité. 9 abstentions, parmi lesquelles Thibault Bazin, notamment, et François-Xavier Sécoli. Voilà. Écologiste et social, 38 membres, 38 votes contre. Les démocrates, donc ça c'est les bérouistes, 36 pour sur 36, évidemment. Horizon indépendant, donc Édouard Philippe, là aussi unanimité, 34 pour sur 34. Alors le groupe LIO, qui s'appelle Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, 4 ont voté pour, 15 ont voté contre, dont le dirigeant Charles de Courson, qui dirige le groupe, c'est quand même beaucoup, 15, y compris la députée de Mayotte, d'ailleurs, également, je le précise. 4 abstentions. La gauche démocrate et républicaine, 17 contre sur 17. L'UDR de Ciotti, 15 contre sur 15. Parmi les députés non inscrits, 3 ont voté la confiance, 6 ont voté la défiance, dont Véronique Besse, Sacha Houlié, Aurélien Pradier, et une abstention. Le cumul fait 364 non, et il y a beaucoup moins de oui, 194 ont soutenu le gouvernement en place. Donc voilà ce qu'il en est du vote précis, groupe par groupe, de cette motion de défiance, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Alors, François Bayrou n'avait aucun doute sur le résultat, il avait déjà préparé ses cartons. Il va présenter, comme la Constitution le prévoit, la démission de son gouvernement demain matin. Alors, quelles sont les hypothèses? Première hypothèse, Bayrou est renommé Premier ministre. Ça fera un Bayrou 2. C'est tout à fait possible. Le vote de confiance perdu fait tomber le gouvernement, mais n'empêche pas de remettre le même. C'est absolu sur le papier. Cela dit, c'est très peu probable. D'abord, parce que je ne suis pas sûr que Bayrou ait envie de reprendre le rôle de Premier ministre. À mon avis, il a choisi sa sortie. Et puis, face à un tel désaveu, c'est compliqué pour un président de la République de dire je m'en moque, je remets Bayrou. Donc, il n'y aura probablement pas de Bayrou 2. Au maximum, Macron peut demander à Bayrou de gérer l'intendance de temps de la transition. Deuxième hypothèse, la nomination rapide d'un nouveau Premier ministre. On parle de Le Cornu, on parle d'un certain nombre de noms qui sortent. Ça ne sera pas quelqu'un de gauche, je ne crois pas. Avec donc des têtes qui vont partir, des têtes qui vont revenir, des têtes qui vont rester. Bon, on verra bien. Il semble que Macron veuille aller vite parce qu'il veut absolument faire son discours pro-Hamas débile, pro-Palestine, donc du 22 septembre, devant l'Assemblée générale de l'ONU, et il voudrait qu'il y ait un Premier ministre avant. Voilà son timing. Donc, il pourrait aller vite, mais vous savez qu'à chaque fois, il dit quelque chose, ça ne prouve rien. Il peut dire qu'il veut aller vite, et puis dans 3 semaines, on n'a pas de gouvernement. Et ensuite, il reste la dissolution. Il a expliqué qu'il était contre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer d'avis. Vous savez que c'est sa spécialité. La nécessité de dissoudre l'Assemblée paraît évidente. Il paraît invraisemblable et inimaginable même que Macron puisse trouver une solution stable. Voilà, il va proposer un nouveau Premier ministre, ça va énerver tout le monde, et il y aura une motion de censure très rapidement de toute façon s'il y a un vote de confiance qui passe déjà. Donc, je vais dire honnêtement les choses. Le RN a l'air décidé de voter la censure de manière assez répétée, LFI aussi. Reste la question de la démission, évidemment, du président de la République. Connaissant Macron, vous savez très bien que s'il y a une chose sur laquelle il ne changera pas,
c'est qu'il n'a aucune intention de démissionner, qu'il veut rester au pouvoir jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute et à la dernière seconde. Donc, il ne démissionnera pas, sauf s'il y était contraint. Je ne vois pas comment il pourrait l'être. La Constitution française est faite de telle manière qu'il est extrêmement difficile de se débarrasser politiquement d'un président qui, même s'il est très impopulaire, veut rester en fonction. Bon. LFI réclame sa démission. Beaucoup de médias et d'analystes la réclament également. Le Rassemblement national ne la réclame pas. Parce que Marine Le Pen a dit qu'elle respectait les institutions et donc elle respecte l'institution présidentielle. Bon. Donc, elle ne veut pas qu'il démissionne. La raison est évidente, elle est inéligible. S'il démissionnait maintenant, elle ne pourrait pas être candidate. On sait d'ailleurs que le procès en appel aura lieu entre mi-janvier et fin février, une durée d'à peu près un mois et quelques. Et c'est ce qu'elle voulait. Mais voilà maintenant que le RN conteste ce calendrier en disant que c'est scandaleux, c'est avant les élections municipales. Il faut savoir ce que l'on veut. Parce que si effectivement ça avait lieu par exemple en mars ou avril, eh bien il faudra attendre septembre 2026, voire octobre, pour connaître le verdict. Si Bardella était obligé d'être candidat à la place de Marine Le Pen, ça lui serait quand même pas beaucoup de temps. Donc il vaut mieux savoir ce qu'il en est assez tôt. Et Marine Le Pen voulait une date précoce. Elle l'obtient et elle se permet de protester. Bon, c'est un peu facile. En tout cas, voilà où nous en sommes. Dans l'émission de Macron, vous ne l'aurez pas, on le sait tous, ce n'est pas une pétition ou quoi que ce soit qui l'obtiendra. La dissolution, peut-être pas tout de suite, parce que je pense qu'il va encore tester un coup là, et si ça bloque, il sera obligé de dissoudre. Et puis, évidemment, chaque gouvernement sera pire que le précédent. J'entends même parler de Xavier Bertrand comme Premier ministre. Vraiment. En fait, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on risque d'avoir à chaque fois un gouvernement pire que le précédent. Donc, c'est insupportable et épuisant. Alors, la chute de Bayrou va sans doute calmer les ardeurs de ceux qui rêvaient d'un grand soir le 10 septembre. De ce que j'ai pu lire dans la presse, le grand mouvement de lutte contre le pouvoir va faire pchit. On vérifiera concrètement à l'issue de la journée de mercredi, mais c'est bien parti pour tomber à l'eau, ce qui est logique puisque la gauche s'est ralliée à cela, ce qui va faire fuir tous les gens normaux. Donc, à mon avis, pas grand-chose à attendre du 10 septembre. On verra, si je me trompe, je le reconnaîtrai évidemment, mais voilà où nous en sommes. Alors maintenant reste la question des élections présidentielles qui s'annoncent de plus en plus proches. Je dirais, Macron ne démissionnera pas, mais en milieu 2027, il y aura une élection présidentielle. Bon. Alors, on ne peut pas prévoir évidemment qui seront les candidats à ce stade, je ne sais même pas quels sont parfois les candidats dans nos mairies, mais on peut parier sur un certain nombre de choses, et avec des surprises qui peuvent être plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. D'abord, évidemment, prenons de l'extrême gauche à l'extrême droite. Cette terminologie, évidemment, est imparfaite, mais elle est comprise par la plupart des gens. Il y aura sans doute la candidate Artaud, qui sera là pour faire les 1% habituels de l'ouvrière. Hein, c'est le clone d'Arlette Laguillet, le talent en moins, la sympathie en moins. Donc, évidemment, elle fera ses 20% habituels, parce que je ne sais pas pourquoi, elle arrive à obtenir 500 signatures à chaque élection présidentielle. Bon. Il y a un réseau de petits maires qui trouve qu'une secte trotskiste a légitimité pour être candidate ad vitam aeternam. Ensuite, pas de Besancenot et Poutou a ouvert une librairie antifasciste, donc pas de Poutou. Tant mieux, on n'avait pas envie de ces câlins. Ensuite, évidemment, candidature écolo. Alors, ça serait Marine Tondelier. Bon, charisme un peu limité. Pas certain qu'elle y aille. Candidat socialiste. Qui ça? Olivier Faure? Bon, il peut y aller, il fera un score à la Hidalgo. Il a aussi un charisme extrêmement limité. Mais on peut penser effectivement qu'un candidat Parti socialiste va y aller. Ça pourrait être Raphaël Glucksmann, dont la compagne maintenant est sur la chaîne publique France 2 en prime time pour le journal de télé. Hein. Ça c'est pas, c'est pas banal. Bon, on ne sait pas. Mais Faure veut y aller. Qui ailleurs? Bah, évidemment, Jean-Luc Mélenchon. N'oublions pas. Jean-Luc Mélenchon va y aller. Il avait dit que la dernière fois que c'était sa dernière, mais il va continuer comme Jean-Marie Le Pen. Comme Marine Le Pen, c'est ad vitam aeternam, Mélenchon, superstar. Bon. Il peut rassembler quand même beaucoup de gens, malgré tout, même si LFI a une image déplorable, par le simple vote utile. On a vu qu'en 2022, il a failli, à très peu de voix près, passer devant Marine Le Pen,
Et il a fallu que ce soit Zemmour qui pâtisse du vote utile pour que Marine Le Pen soit au second tour. En réalité, si Zemmour avait fait 8 ou 9% au lieu de ses 7%, Marine Le Pen était grillée et Mélenchon était au second tour pour faire élire Macron. Voilà où on en est exactement. Alors, le centre. Il y a plein d'appétits. Darmanin a envie d'y aller. Édouard Philippe se prépare depuis 3 ans. Et il y a aussi les appétits du jeune Gabriel Attal qui a là aussi des ambitions, qui à mon avis sont prématurées. Comment les départager? Les sondages mettent Édouard Philippe nettement en position de force par rapport à ses outsiders. Mais il est vieilli, il a un look qui fait très technocratique, il est victime d'une jupéisation. Donc, est-ce qu'il c'est le meilleur candidat? Honnêtement, Gabriel Attal ne sera jamais président. Je veux dire les choses clairement. Et je pense que Gérald Darmanin ne sera jamais président non plus. Donc, Édouard Philippe, puisque Macron, de toute façon, ne peut pas y aller. Mais il aura peut-être des saboteurs dans son camp. Les LR. Retailleau veut y aller. Bien que son bilan au ministère de l'Intérieur soit très contesté, malgré des déclarations d'intention très vigoureuses, sa candidature va être compliquée parce qu'il y a Wauquiez qui la sabote en permanence, qui n'accepte pas d'avoir été battu. Et on a bien vu là encore dans le vote des députés ce soir, l'opposition. Wauquiez appelle à voter la confiance, tout en ne donnant pas de consignes derrière. Il y a quand même 13 députés LR qui ont voté contre. Bon, ils ont eu raison d'ailleurs. Donc Retailleau, oui, Retailleau va y aller, de toute façon, qui d'autre à LR peut y aller? Personne. Bon. Après, il a un charisme très discutable. Il vient d'ailleurs de sortir une biographie politique récemment, qui s'appelle, je crois, Le Cardinal ou quelque chose comme ça, qui rappelle tout le côté cathoréaque du personnage. N'oublions pas que c'était le numéro 2 du MPF de Villiers. On en parlera de Villiers, justement. Alors, à droite de la droite, si on peut dire. D'abord, évidemment, ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Vu le dossier des affaires européennes en question, Marine Le Pen, normalement, a toutes les entre guillemets, chances d'être inéligible pour l'élection présidentielle 2027. Pourquoi? Parce qu'en appel, il n'y a pas de raison que ça soit plus favorable qu'en première instance. Je pense qu'elle va vers une condamnation, il n'y a pas beaucoup de doute à avoir. Donc, ça sera Bardella. Avec les limites du personnage, on le surnomme parfois le groom de Marine Le Pen. Effectivement, on aimerait que Bardella prenne de l'ampleur, qu'il prenne sa liberté, qu'il prenne liberté de ton et liberté politique par rapport à Marine Le Pen. Mais il n'y a pas de bardélisme, il n'y a pas de courant politique au sein du parti, et il a très peu de soutien réel interne. Donc, s'il doit y aller, il ira, mais avec en plus tous les marinistes pour le saboter. Qu'est-ce qui reste après? Dupont-Aignan a annoncé sa candidature, il fera les 1% habituels. Philippot et Asselineau n'auront pas les signatures, à condition même qu'ils les cherchent, ce dont je doute. Et puis, il reste évidemment le candidat de Reconquête. Alors, Zemmour n'a pas osé le dire, mais de plus en plus de gens, y compris dans son camp, sont tentés par une candidature de Sarah Knafo, qui est en train de ringardiser Zemmour, d'ailleurs. Zemmour est ambigu. Il ne veut pas sans doute décevoir ceux qui misent sur Knafo. Il reconnaît d'ailleurs le travail qu'elle fait. Il ne faut pas s'interdire la possibilité que Knafo y aille. Évidemment, je ne sais pas combien elle peut faire de voix. Est-ce qu'elle peut faire les 7% de Zemmour de 2022? Plus? Moins? C'est difficile à ce stade d'évaluer les capacités de Sarah Knafo dans une élection présidentielle qui serait sa première. Mais vous me direz, Bardella, ça sera aussi sa première. Et puis, il y a l'outsider Villiers. Alors, on commence avec les camarades à se dire que la candidature d'un Villiers est possible. Il y a le soutien des réseaux Bolloré, qui jadis avaient soutenu Zemmour, qui l'ont lâché, mais Villiers est promu par la droite hors des murs, par des tribunes. Par exemple, la première page du JDD de dimanche, consacrée à son idée de référendum sur l'immigration, qui ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, référendum sur l'immigration? Ça veut strictement rien dire. Il faut savoir quelle est la question qu'on veut poser. Est-ce que l'idée, c'est faut-il arrêter l'immigration, sans définir qui est concerné? On ne veut plus que les Allemands et les Italiens s'installent en France? Bon, vous voyez, ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce qu'on fait du stock? Parce que c'est bien gentil de vouloir arrêter pour l'avenir, mais qu'est-ce qu'on fait du stock? Le RN a dit il faut arrêter l'immigration de masse. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de celle qui est déjà présente? Personne n'en parle. Grand silence.
Et Villiers n'est pas plus courageux là-dessus. Villiers, c'est la provocation, c'est la grande gueule, il n'y a rien derrière. Et puis, n'imaginons pas que c'est un identitaire. Hein. Je rappellerai simplement quelques faits. Le conseil général de Vendée qu'il présidait a financé la construction d'écoles au Bénin. Il était prêt à accueillir une Jeanne d'Arc métisse au Puy du Fou pour répondre à la critique des identitaires qu'il avait contestée. Il n'y a rien à attendre de lui. Beaucoup de discours fermes, mais finalement des propositions gnangnan, l'assimilation, refaire des Français, comme si les Français avaient été faits une première fois. Donc on est toujours dans l'idée naïve que n'importe qui sur Terre, venant de n'importe où, eh bien, peut devenir français. Il ne le conteste pas, il conteste peut-être le poids, le nombre, etc., mais il ne conteste pas l'idée, il ne conteste pas cet universalisme malsain que son catholicisme d'ailleurs ne peut que conforter. Mais il a ce soutien-là médiatique. Il a eu, pendant l'été, une couverture pleine et entière de Valeurs Actuelles. Il a une tribune tous les vendredis soirs d'une heure, avec Elliott Duval, sur CNews. Voilà, une heure pour nous saouler avec Maastricht 92. Des propositions débiles comme il faut sortir de l'Union européenne, cette rengaine du Frexit, énième version, qu'on retrouve aussi chez Onfray et Front Populaire, qu'on retrouve chez Asselineau, chez Philippot, chez Murer, chez Gave, etc., c'est-à-dire chez personne, des gens qui ne comptent pas, qui ne pèsent rien, et qui organisent des manifestations à quelques centaines de personnes, ridicules, pour déchirer le drapeau européen et demander la démission d'un Macron qu'ils n'obtiendront jamais. Bon, tout ça, ça n'est pas sérieux, et voilà que Villiers se rajoute à cette sérénade. Mais ce n'est pas le Villiers qui faisait 4,8%, c'est même pas le Villiers qui faisait 2,2%. Il fera 1 à 2% maximum, candidature parasitaire inutile, dont je souhaite qu'il renonce. Est-ce qu'il veut vraiment y aller ou est-ce que c'est de la promotion pour son futur livre populicide qui va sortir au mois d'octobre? J'en sais rien. On n'a pas envie de Villiers en politique, on l'a assez vu. On a assez vu Marine Le Pen aussi d'ailleurs, soit dit en passant. On a assez vu tous ces Mélenchon aussi. On pourrait peut-être. Vous direz que vous voyez la tête de Bompard, vous n'avez pas envie de l'avoir comme candidat non plus. Je veux dire, je ne sais pas. Ou Manon Aubry. Je ne sais pas, Manon Aubry, vous n'avez pas envie de l'avoir candidate à quoi que ce soit d'ailleurs. J'ai un peu peur, je vais vous le dire honnêtement. Donc voilà un petit peu les enjeux de cette élection présidentielle. Ce n'est pas une surprise que je vous dis. Je répète un petit peu la même chose parce que les équations sont à peu près les mêmes. Et vous avez quand même la variable Villiers qui n'était pas présente dans mes dernières analyses. J'en ai parlé avec Arnaud, j'en ai parlé avec d'autres camarades du LPE, et Bruno et d'autres. Ils sont tous persuadés qu'il va y aller. Je vous dis, moi, je pense qu'il y a un plan com, et ce plan com d'ailleurs est réussi grâce à Bolloré et compagnie. Il est édité par Fayard, qui a été aussi racheté par Bolloré. On verra s'il fait des tournées en France ou s'il vend son livre simplement. Si effectivement on voit Villiers faire le tour de France pour vendre son livre, comme Zemmour avant lui, ça laissera penser qu'il y a autre chose qu'une simple promotion livresque. Peut-être qu'effectivement il y a une ambition présidentielle. Il le laisse entendre, il a dit il faut un homme qui tienne la barre quand il y a la tempête, etc. Donc on voit bien qu'il parle de lui. Donc voilà, je n'exclus pas l'hypothèse Villiers. Il est bien évident que je ne voterai pas pour lui, que je n'appellerai certainement pas à voter pour lui. Je ne sais pas du tout si j'appellerai à voter pour qui que ce soit d'ailleurs aux élections présidentielles. Rien de me satisfaisant. Comme je l'avais dit, l'hypothèse Zemmour, c'était un one-shot. Il fallait tester en 2022, on a testé. Ça fait 7%. Pourquoi s'entêter? Après, on verra bien ce qu'il y a. Il n'y aura pas d'hypothèse Marion Maréchal, pour être très clair. Il n'y aura pas d'alternative autre. Alors après, il y aura peut-être la salle quelconque, un candidat de témoignage, un écolo indépendant ou je ne sais quoi. Et puis, tout cela est épiphénoménique. On laisse ça de côté, on s'en moque, voilà. Qui comme président? Selon les sondages, on aurait un duel Philippe-Bardella, sous réserve que Mélenchon ne soit pas au second tour, sous réserve qu'Édouard Philippe n'ait pas une candidature qui s'effondre, et que Bardella convainque un minimum, parce qu'il peut très bien être candidat. Et vous savez que le RN, avec Marine Le Pen à sa tête, à chaque fois, c'était pareil. Avant la présidentielle, les sondages étaient magnifiques, et plus elle faisait campagne, plus elle baissait. Elle commence à 30, elle finit à 22. Bon. C'est un peu la réalité. Donc Bardella, ça risque d'être la même chose. Il est très, très, très fragile. La colonne vertébrale idéologique paraît très molle. Il n'arrive pas à s'émanciper de Marine Le Pen. S'il veut être un minimum crédible comme candidat présidentiel, il doit apparaître comme autre chose que le vassal, le serviteur de Marine. Voilà. Si c'est comme ça qu'il apparaît, eh bien, il ne fera pas les scores attendus. Il fera beaucoup moins, avec un risque derrière, risque d'émiettement des voix et risque de dépassement par LFI, par exemple.
Vous me direz, les Français mériteraient d'avoir un second tour à LFI Horizon, hein, parce que de toute façon, ils font tout pour. Par leur étatisme forcené, leur incapacité à comprendre qu'il faut sortir de ce modèle sociétal et politique français complètement foireux. C'est un peu la fin de la Ve République, disait Bock-Côté tout à l'heure. Bah, le problème de la Ve République, c'est qu'elle a toujours été bancale dès le départ, parce qu'elle a été pensée plus ou moins pour De Gaulle, et pour De Gaulle uniquement, et en même temps, Debré a mis plein de symboles et de principes mondialistes dedans. Parce que vous savez, De Gaulle, c'est le grand homme. De Gaulle, il applique le principe de Napoléon, c'est l'intendance qui suivra. Donc il dit à Debré, fais-moi une constitution pour un régime présidentiel. Ben, c'est ce que lui a fait Debré. Il y a l'article 16, etc. Sauf qu'en même temps que Debré a fait ça, il a introduit plein d'éléments mondialistes, à commencer par l'article 1er. Il a gardé le préambule de la 4ème République, etc. Tout ce bloc de constitutionnalité dont le Conseil constitutionnel aujourd'hui se sert pour museler les lois. Et donc, ensuite, Pompidou a trahi immédiatement tout ce qu'avait pu vouloir De Gaulle. De Gaulle avait voulu bloquer le Royaume-Uni hors de la CE. Pompidou a rapidement cédé, l'a fait rentrer. Sur l'immigration, Pompidou, c'est l'ouverture des frontières, clairement. C'est la loi Pleven pour museler les anti-immigrations, etc., etc., etc. Parce que Pompidou, c'est l'héritier de De Gaulle, et en même temps, c'est l'anti-De Gaulle absolu. C'est un peu İnönü en Turquie après Mustafa Kemal, hein, qui abandonne quasiment les pans entiers du combat de celui dont il était prétendument l'héritier. Voilà, et Pompidou ensuite a fait ça. Donc Giscard a voulu renouveler un peu la politique, il a fait n'importe quoi, des choses symboliques qui ont porté préjudice à sa campagne, par exemple vouloir changer la forme du drapeau, la rythmique de la Marseillaise, des gadgets inutiles, mais qui ont mis à dos une partie des Français. Il se retrouve dans la crise des années 70, notamment, on n'est pas l'artisan, mais il se retrouve dans cette crise avec le chômage qui monte. Lui, il a compris qu'il fallait lutter contre l'immigration de masse. Il veut faire partir les travailleurs nord-africains dans leur pays, bien qu'il ait mis en place le regroupement familial, dont pour lui, il s'agissait de le faire pour les autres Européens. Donc, il s'agissait de faire partir 500 000 travailleurs maghrébins en 5 ans. C'était son projet, qui a été évoqué par Patrick Veil, analyste de l'immigration de gauche ces dernières années. Il a été empêché par à peu près tout ce qui était autour de lui, les gaullistes, l'église, les syndicats, les loges maçonniques, Simone Veil, tout ce que vous voulez, la gauche, etc. Mais il avait encore ça dans son programme de 1981, manque de bol, c'est Mitterrand qui gagne, et Mitterrand, évidemment, c'est la catastrophe sur ce plan-là. On paye les conséquences des mauvais choix de Mitterrand, l'opportuniste par excellence, l'homme du non à l'invasion métèque des années 30, qui, dans les années 90, au contraire, vous êtes ici chez vous, chez nous. La trahison absolue, tout ça pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir et pas pour les convictions, bien entendu. Il s'est entouré de gens de gauche, il a aboli la peine de mort, légalisé beaucoup de choses, etc. Et il a surtout cédé à l'immigration. S'il a fait monter le phénomène Le Pen volontairement pour diviser la droite, il a aussi créé l'antidote, entre guillemets, au le pénisme, SOS Racisme et compagnie, Harlem Désir, touche pas à mon pote, et tout ça, c'est aussi Mitterrand. Mitterrand et l'instrumentalisation de l'affaire de Carpentras, Mitterrand et beaucoup d'autres choses comme ça. Voilà exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on a connu les années Mitterrand catastrophiques, on a connu les années Chirac hyper catastrophiques, la déception Sarkozy, la nullité Hollande, et nous vivons maintenant depuis plus de 7 ans, c'est long, 7 ans, nous vivons en Macronie. Donc, un gouvernement pénible, un président qui pourrait faire 10 ans. 10 ans, ça suffit, disait Mitterrand à propos de De Gaulle. On va dire que 8 ans, ça suffit. Mais voilà, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, et ça ne changera pas. Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Et il ne sera pas démissionné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Marine Le Pen ne veut pas la démission de Macron parce qu'elle ne veut pas se retrouver président demain, avec le risque qu'on la pousse, elle aussi, vers la sortie. Donc elle défend cette institution nocive. Je pense que le régime présidentiel français est catastrophique. Je pense qu'il faut se mettre en place une démocratie comme celle de chez nos voisins en Allemagne,
en Italie et ailleurs, c'est-à-dire l'élection à la proportionnelle, et l'Assemblée dirige avec un président du Conseil qui gouverne et pas un président de la République, le président de la République qui sera comme le président allemand, c'est-à-dire pour décorer les chrysanthèmes comme sous la Troisième ou la Quatrième République. N'oublions pas que la Troisième République a vécu 70 ans, ça a fonctionné pendant 70 ans, et que si la Quatrième République est morte assez vite, puisqu'elle a duré 12 ans, c'est à cause de la crise algérienne et d'une méthode de coup d'État que De Gaulle a employée et qui rappelle fortement l'arrivée au pouvoir de Pétain en 1940. Parce qu'il faut bien le dire, De Gaulle est arrivé au pouvoir par les assemblées, sans élection, même si en 1965 il était élu président, en 1958 il n'a pas été élu par les Français. Il a été imposé par l'Assemblée et le Sénat par peur d'un coup d'État militaire qu'il a lui-même alimenté avant de se présenter comme le rempart. Ça, c'est le côté machiavélien de De Gaulle. On oublie ce côté-là chez De Gaulle, mais il y a un côté machiavélien chez De Gaulle, écarter Giraud en 1942-1943, devenir l'homme indispensable aux yeux d'un Roosevelt qui n'en voulait pas, puisqu'il faut bien savoir que De Gaulle a été imposé par Churchill à Roosevelt. Roosevelt ne voulait pas de De Gaulle et ne voulait pas d'entendre parler. Petit rappel historique aussi. Donc, le phénomène De Gaulle est intéressant. Je ne vais pas aller plus loin dessus. C'est l'homme qui a dit tout et son contraire, lui aussi, qui n'a rien fait contre l'immigration au pouvoir, mais qui l'a dénoncé durement en privé. Hein, voilà. Il le dénonce, il ne fait rien contre. Bon, passons. Le gaullisme est terminé. Ceux qui s'en revendiquent sont ridicules. De Gaulle lui-même n'était pas gaulliste d'ailleurs. Voilà. Les gaullistes, c'est comme les chrétiens. Ils font parler Jésus comme les gaullistes font parler De Gaulle, mais le De Gaulle qui parle, c'est le leur, c'est pas le vrai. C'est la même chose que le Jésus de Paul de Tarse. Voilà un petit peu l'équation générale, chers amis. Voilà ce que je voulais vous dire surtout par rapport à cette chute du gouvernement qui était annoncée, mais qui est quand même forte. 364, alors qu'il devait y en avoir au moins 330, mais pas beaucoup plus que ça, c'est quand même sévère. C'est un billet de retour à Pau qui lui a été payé à Bayrou de main de maître. Donc Macron veut mettre dans quelques jours un successeur à Bayrou. On n'en veut pas de son successeur, que ce soit le cornu, le fort, comment s'appelle-t-il, le ministre des Finances, là, je ne sais plus comment il s'appelle, etc. Il peut nous mettre qui il veut, hein, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas, il faut dissoudre. La parole au peuple, c'est ça la démocratie. Rendons la parole au peuple, peut-être qu'il amènera à une assemblée encore moins gouvernable que celle-là, mais ça sera à la volonté du peuple. D'ailleurs, si les gens ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à pas céder aux injonctions de ce fameux Front républicain et de ce fameux cordon sanitaire. Ils n'avaient qu'à mettre le RN au pouvoir. On aurait vu ce qu'il valait, c'est-à-dire on le sait, pas grand-chose. Il aurait bien déçu tout le monde, comme Sarkozy après son élection de 2007, et on n'entendrait plus parler. Et on pourrait peut-être faire émerger des figures nouvelles et un discours identitaire beaucoup plus ferme et courageux à la place de ce RN qui occupe 30% de l'électorat dans une voie de garage magnifique. Laissons le RN au pouvoir, parce que de toute façon, nous ne pourrons pas l'empêcher. Laissons-le y accéder. Il montrera ce qu'il vaut. Vous savez, moi, j'ai cette formule quand je dis à propos des souverainistes et de tant d'autres, je leur dis je n'ai pas besoin de mettre une chèvre dans le pré pour savoir qu'elle mange de l'herbe. Bon, bah oui, vous savez par définition qu'une chèvre, c'est herbivore. Vous n'avez pas besoin de le voir, de le constater personnellement pour le savoir. Bon. Mais les Français ne sont pas comme ça. Français, on peut leur dire Marine Le Pen est nulle, etc. Ah, moi, je m'en moque, je vote Marine. Bon. Elle n'a pas été au pouvoir, on ne peut pas savoir. Nous, on sait. On n'a pas besoin de la mettre au pouvoir pour savoir. On sait qu'elle est nulle. Mais lui, l'électeur, il ne le sait pas. Il pense qu'elle est bien. Non, non, c'est pas vrai, il faut l'essayer. Ben, essaye là, mon gars. Après, je viendrai te taper à ta porte en disant bon, t'as essayé et alors? Ah oui, vous aviez raison. Ah bah oui. Voilà. Les Français sont comme ça. Ils ont besoin d'essayer une connerie, même quand on leur dit que c'est une connerie, c'est pas grave. Il faut quand même la faire avant d'être persuadé que c'en était une. Bon, ben, faites votre connerie, mettez le RN au pouvoir, on verra bien. Voilà. Je pense que les électeurs sont dans cet état d'esprit-là. Ils veulent laisser au RN sa chance. Les RN, c'est le NSDAP, mais version trisomie. Voilà, bon, on fait ce qu'on veut. Nous, on n'a pas envie de miser là-dessus. Un copec, 1 centime d'euro, pourrait-on dire. Les copecs, c'est plutôt, les roubles et les copecs, c'est plutôt l'argent des souverainistes, ça, hein, ces derniers temps. Vous l'avez remarqué, hein, les souverainistes, ça roule pour Moscou, et donc implicitement, ça roule pour Pékin. Puisque Moscou maintenant roule pour Pékin, puisque Poutine a les 4 pattes levées pour Xi Jinping. Hein, vous l'avez vu récemment, voilà, la Russie de Poutine, à cause de sa guerre débile, eh bien maintenant est vassalisée par la Chine. Bon. Et on a entendu un responsable proche de Poutine aujourd'hui déclarer que l'Europe, l'Occident, c'était terminé et faire l'apologie du tiers-monde. Hein. On a l'impression qu'on est à l'époque soviétique et l'université Lumumba n'a plus qu'à ouvrir ses portes.
C'est pathétique, on le sait, le poutinisme doit prendre fin, le loukachenkoisme doit prendre fin, le macronisme aussi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà un petit peu, chers amis, ce que je vais vous dire, sachant que ces enjeux politiques français, de toute façon, il faut bien avoir l'honnêteté de le dire aussi, ne changeront rien. Quel que soit le résultat de l'élection présidentielle de 2027, y compris si le Rassemblement national gagnait, ça ne changerait rien. Le blocage ne vient pas de Bruxelles et de l'Union européenne. Le RN, évidemment, propose de raboter sur la dotation qu'on donne à l'Union européenne, ce qui n'est pas possible dans les faits. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient de l'État français. C'est l'État français qui dysfonctionne, comme l'État français sous Louis XVI d'ailleurs. Souvenez-vous que Louis XVI est tombé parce qu'il y avait une crise de la dette, parce que l'État français était considérablement endetté suite au soutien militaire qu'il avait accordé aux insurgés d'Amérique. En soutenant la guerre d'indépendance américaine contre le Royaume-Uni, pour se venger de la défaite de la guerre de 7 ans où Louis XV avait perdu des territoires américains, on a ruiné le Royaume de France. Donc les caisses étant vides et Necker ayant été présenté comme le sauveur du budget, les Français y ont cru. Necker s'est fait virer. Louis XVI n'avait pas d'autre solution que de convoquer les États généraux, cette vieille institution qui n'avait pas été convoquée depuis 1610. Et en 1789, elle arrive dans une configuration tout à fait différente, avec un ras-le-bol et une envie de changement absolument considérable, attisée notamment par la prose des philosophes pendant tout le XVIIIe siècle. Qu'est-il arrivé à la fin? La monarchie est tombée et Louis XVI en a perdu la tête, sans voir Suzette. Et donc, évidemment, on est un peu, par certains aspects, dans cette situation. Un État obèse, endetté et incapable de se réformer, avec un monarque qui n'écoute pas le peuple. Bon, toute comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, nous sommes effectivement dans une instabilité politique majeure, qui a commencé d'ailleurs en vérité dès 2022, puisque Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen, donc par défaut, et surtout que les Français ne lui ont pas fait confiance, puisqu'à peine avait-il été élu que les Français lui ont refusé une majorité à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas fait pour rien, ils se sont souvenus du Covid, et se sont souvenus du fait que ce n'est pas bon qu'un président ait tous les pouvoirs. Donc ils n'ont pas voulu que Macron ait tous les pouvoirs. Et donc ils ont empêché le centre de gouverner seul. Ce qui a amené Macron à devoir dissoudre et à se prendre ensuite une punition électorale extrêmement amère. S'il dissout là, d'ailleurs, la représentation du centre va diviser par deux. Quant à la gauche, ça va dépendre de l'alliance LFI-PS. Aujourd'hui, le PS nous explique qu'il n'est plus question du tout d'alliance avec LFI, mais ça, c'est avant qu'on annonce les élections. Par contre, c'est vrai que beaucoup de Français ont peur de LFI. Il y a un effet de rejet de Mélenchon, Rima Hassan et compagnie, qui est très fort. Il faut dire qu'il faut voir à quel loustic nous avons affaire quand même. Hein. C'est quand même croquignolesque. Hein. Entre les Thomas Portes, les Emma Fourreau et compagnie, enfin c'est le festival des conneries, sans parler de la prose obsessionnelle de Rima Hassan, qui ne connaît rien à la politique française, qui ne connaît rien à la politique européenne, bien qu'elle soit députée, et qui passe son temps à parler de la Palestine du matin au soir et du soir au matin, quand ce n'est pas pour défendre l'État algérien, au même titre que Malika Sorel, qui a réussi à être députée européenne grâce au Rassemblement national. Parce que si on peut critiquer LFI, parce que LFI a fait élire Rima Hassan, on peut critiquer aussi le RN, qui a fait élire Malika Sorel, qui évidemment s'est barré le plus vite possible, à peine élu, et qui va donc recevoir un beau salaire de députée européenne pendant encore quelques années. Elle avait toqué à la porte de Macron, il avait dit non. Mais en toquant à la porte du RN, le RN a dit oui. Il faut dire que dès qu'une maghrébine ou une africaine présente une intention de rejoindre un parti d'extrême droite, le parti d'extrême droite en question ouvre tout de suite les cuisses. C'est extraordinaire, et Reconquête n'est pas mieux là-dessus, quand on voit certains choix étonnants de représentants en département. Hein, voilà. Donc j'ai l'impression qu'en fait, l'extrême droite prétend défendre la préférence nationale, mais en fait, c'est la priorité halogène. Bon, c'est dit. Et ce sera répété puisque c'est enregistré. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Et j'arrête à ce stade l'enregistrement. Merci à tous. Je prendrai vos questions hors enregistrement.